d'action de Macky Sall, du silence suspect de Moustapha Niasse ou du silence complice de Tanor, et vous me parlez du silence d'observation d'Abdoulaye Wade. On parle d'Abdoulaye Wade. Où est-il, l'ancien président de la République? Et pourquoi, justement, il a pris cette option de ne pas prendre la parole publiquement comme il l'a fait quand il est rentré de son séjour parisien? Encore une fois, Abdoulaye Wade a parlé. Il a parlé plusieurs fois. Depuis qu'il est venu, souvenez-vous, le jour de son arrivée à la permanence du Parti démocratique sénégalais, il a tenu son monde en haleine. Il a dit beaucoup de choses. Il a reparlé plusieurs fois. Il a parlé lors du comité directeur. Ne me dites pas qu'il ne parle pas. Il a parlé, oui. Il n'est pas obligé de toujours parler. Un commentaire sur la présidentielle, par exemple. J'y arrive. Je peux vous dire simplement ceci. Vous m'avez posé une question, je vais y répondre. Où est-ce qu'il est? Abdoulaye Wade est au Terroubi, vous le savez très bien, depuis l'épisode Madi Kenya, il y a eu quand même une tension qui a fait que il a raison, il l'a dit, pour mettre Madi Kenya à l'aise, il avait décidé de quitter le domicile qu'il avait mis à sa disposition. Justement, c'est une curiosité, c'est pas la question essentielle de cette émission, c'est une curiosité. L'ancien président de la République et chef de votre parti, le PDS, depuis son retour à Dakar, a décidé de justement résider dans un hôtel. Ça aimant certains. Pourquoi alors Abdoulaye Wade n'est-il pas allé chez lui? Vous parlez de la résidence de Madi Kenyang qu'il occupait souvent. Et pourquoi cette fois il n'est pas allé chez lui dans sa célèbre résidence du Point E à Dakar? Oui, c'est triste à dire. Vous avez raison, c'est une question que beaucoup de Sénégalais se posent, mais nous connaissons la réponse. La maison du Point E avait été saisie. Bon, aujourd'hui, des instructions, semble-t-il, ont été données pour que la saisie soit annulée. Mais bref, Abdoulaye Wade ne pouvait pas décemment, parce que la maison était en chantier, terminer un chantier sur une maison qui avait été saisie. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, il a une pension de retraite. Il avait gardé un peu d'argent avec l'aide de quelques amis aussi. Il voulait terminer sa maison. Mais malheureusement, vous savez, l'argent, quand on le garde dans la poche, les gens qui viennent, Abdoulaye Wade était un homme généreux, ce qu'il avait gardé, il a tout donné. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. Même si la maison du Point E est remise à sa disposition, il reste qu'il est difficile de la terminer. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Conakry? Vous étiez de ce voyage du président Abdoulaye Wade à la veille de la présidentielle. Il était allé chercher quoi chez Alpha Condé? De l'argent? Je vous l'avais déjà dit. Il y était. Vous n'étiez pas à ma conférence de presse du retour de Conakry. Si vous n'y étiez pas, j'imagine que vous m'aviez envoyé un journaliste. À son retour, c'est moi-même qui l'avais accompagné à Conakry, qui me suis adressé à la presse en son nom. Et j'avais expliqué qu'il y était allé pour des questions personnelles qui ont été abordées. Vous savez, Abdoulaye Wade est à la tête aussi de Wade Consulting Services, Wade Consulting Agency. J'oublie le nom de sa société basée à Dakar, à Dubaï et à Versailles. Donc, il a des affaires personnelles. Et au-delà de ces affaires personnelles, vous savez parfaitement le lien ou ce qui unit un peu Abdoulaye Wade et Alpha Condé. Tous les deux ont ceci de particulier que c'est des panafricanistes. À des moments d'ailleurs différents de leur existence, l'un et l'autre ont occupé des fonctions importantes au niveau panafricain. N'oubliez pas qu'Abdoulaye Wade, des jeunes étudiants à Paris et à Grenoble, était étudiant RDA, Rassemblement démocratique africain, qui regroupait, j'allais dire, tous les ressortissants des colonies françaises d'Afrique. Alpha Condé a été président de la FEANF, Fédération des étudiants africains de France, d'Afrique noire en France. Et tous les deux, c'est des panafricanistes. Ils ont naturellement discuté des questions panafricaines et aussi des questions concernant la sous-région. Et sur la sous-région, tout le monde le sait, il y a une tension. Dans la sous-région, il y a le Sénégal. À cette époque-là, est-ce qu'ils ont parlé de la situation au Sénégal à l'époque? Oui, bien naturellement. Naturellement, vous imaginez mal Abdoulaye Wade. Ils se sont dit quoi? Non, ce qu'ils se sont dit, je l'ai dit, je le répète. Sur le Sénégal. Oui, sur le Sénégal, parce que le Sénégal est dans un ensemble.
un ensemble ouest-africain. Et dans cet ensemble, le président Alpha Condé l'avait assez bien souligné, il y a le Mali qui est le ventre mou de la sous-région. Tout le monde le sait. Des attaques djihadistes, le Mali est en ébullition. Vous avez vu il y a quelques jours une attaque d'une rare violence et d'une rare ignominie contre une communauté malienne. Le Burkina, le Niger jusqu'au Tchad, nous sommes dans toute cette bande du Sahel, il y a quand même de graves tensions. Le Sénégal étant presque courbé et la Mauritanie au-dessus. Si le Sénégal flanche, c'est toute la sous-région qui tombe. Ça a été discuté. D'où une demande pressante du président Condé, comme d'autres chefs d'État, ce que j'avais expliqué à l'époque en demandant au président Wade de mener l'opposition telle comme il le veut, de faire sa campagne, j'allais dire, électorale comme il le veut, mais en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que tout puisse se faire pacifiquement. Naturellement aussi, le président Wade s'en était expliqué lui-même quand il était allé à Touba, parce que le président Wade, il parle. Contrairement à ce que vous dites. Et il a parlé, il a souvent parlé. Et à Touba, le khalife général des Mourides lui avait demandé de faire une opposition pacifique. Et il leur a concédé cela, qu'il va s'opposer et qu'il s'oppose pacifiquement. Mais alors justement, comment le PDS évalue-t-il sa décision de ne pas donner de consignes de vote précises pour un candidat à la dernière présidentielle? Oui, non, il n'a pas... Aujourd'hui, nous n'avons pas encore... fini d'évaluer notre position et les conséquences de notre position sur le déroulement de l'élection. Nous avons des structures qui travaillent. Ce travail est fastidieux, surtout pour un parti qui lui-même n'était pas présent lors du scrutin en tant qu'acteur majeur sollicitant le suffrage des Sénégalais. Nous avions une position au terme de laquelle nous avions demandé aux Sénégalais de faire telle ou telle chose. Donc il nous est difficile... De soutenir soit Idrissa Seck, soit Issa Sall, soit Ousmane Sonko et pas Madické Niang. Abdoulaye Wade n'avait pas cité dans son communiqué le candidat Madické Niang. Ah oui, parce que simplement, malgré moi l'amitié... et l'affection que j'ai pour mon ami Madické Niang, il reste qu'il était des nôtres et il avait décidé d'être sur des positions en marge des nôtres et donc des positions incompatibles. Nous avons considéré qu'il a fait une échappée solitaire dans laquelle nous ne nous retrouvions pas. Il n'a pas un peu raison sur vous, parce que lorsqu'il avait envisagé de se présenter à la présidentielle, c'était, disait-il, au cas où la candidature de Karim Wade serait rejetée, ce qui a été fait, et lui, il pouvait être en plan B de votre parti. Souvenez-vous de nos positions. Premièrement, un plan B ne se décrète pas. Je ne me décrète pas plan B. Ça peut se discuter. Je veux qu'on désigne un plan B, mais qu'on le désigne. Mais je ne veux pas. Je veux un plan B et c'est moi le plan B. Ce n'est plus le plan B. Je l'ai dit, c'est ça que j'appelle échappée solitaire. Laissons ça de côté. Nous avons dit, nous, notre opposition, le droit est avec nous. Et vous savez, vous me connaissez, Babacar, je ne change pas sur ces questions. Je reste constant dans mes positions que j'estime des positions justes. Du point de vue technique, c'est l'avocat qui vous parle et l'ancien ministre de la Justice. Avocat parce que je le suis depuis 37 ans. Je suis un juriste et la plupart des juristes s'accordent avec moi. Du point de vue technique, absolument rien ne s'opposait à la recevabilité de la candidature de Karim Wade. Et les juristes sénégalais arrivés sous cap sont scandalisés par la position du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel du Sénégal est la seule juridiction au monde qui dit que le droit électoral déroge au droit pénal. C'est du jamais vu, c'est une hérésie juridique, c'est une construction diabolique. Ça a été fait à dessein. Nous avons dit que des pans entiers de notre justice étaient aux ordres du pouvoir
politique. Vous y allez dans les développements juridiques. Vous m'avez dit je vous ai dit, je parle de la candidature. Vous avez dit est-ce que Madické Niang n'avait pas raison sur nous? Je réponds à ça. Oui, mais sur la candidature de Karim Wade, je termine. La loi qui dit que quand on n'est pas électeur, on ne peut pas être candidat. J'ai toujours dit, et les juristes sont d'accord avec moi, qu'au Sénégal, je vous renvoie à l'article 9 du Code pénal. Voici les peines prévues au Sénégal. L'emprisonnement, la privation des droits et l'amende. La privation des droits, il faut que ça soit prononcé. Elle n'est jamais implicite. Jamais. Dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. Si en amont, Karim Wade n'est pas sur les listes électorales, qu'il fasse une requête auprès de la juridiction suprême qui dit que je ne peux pas trancher la question, il dépose un dossier de candidature. Naturellement, le dossier est rejeté. Je vous dis, nous n'allons pas, au pied de Macky Sall, déposer les armes. Si c'est ça qu'aucun Sénégalais, aucun homme au monde ne se batte. On se bat parce qu'on croit avoir raison. Si nos pères ne s'étaient pas battus, on ne serait pas indépendants. Ils se sont battus contre qui? Contre la puissance coloniale qui était beaucoup plus forte qu'eux. Lat Dior s'est battu contre qui? Contre l'armée coloniale. Il ne s'est pas posé de questions en disant si je me bats, je vais mourir parce qu'ils sont plus forts que moi. La raison, ce n'est pas la raison du plus fort. La raison, c'est la raison la bonne raison, c'est celle qui est juste, la raison des positions justes, des positions vraies. Nous avons des positions justes, nous avons des positions vraies. Nous y croyons, c'est pourquoi nous nous battons. Si nous ne nous battons pas pour ça, si nous nous avons vaincus au départ, on n'obtient rien. J'ai dit, je le répète, le PDS l'a dit et l'a toujours dit, nous n'allons pas au pied de Macky Sall déposer les armes et lui dire, vous avez raison sur nous, nous nous battrons jusqu'à ce que notre vérité soit reconnue. C'est ça notre position. Il y en a qui vous accusent, avec cette posture sur cette élection, il y en a qui vous accusent d'avoir facilité la victoire de Macky Sall en perturbant en quelque sorte les suffrages de l'opposition. On nous a accusés de tous les maux. On nous a accusés de toutes... Est-ce que si vous aviez soutenu de façon claire un candidat de l'opposition... Je vais vous dire, nous avions dit. Souvenez-vous, quand on est sorti des élections législatives de 2017, nous avions fait un livre blanc. Conclusion de ce livre blanc. Nous n'accepterons jamais, plus jamais, de participer à une élection organisé dans les mêmes circonstances par Macky Sall et son gouvernement. Nous nous y opposerons. Et cette position qui était la nôtre, cette position a été adoptée par toute l'opposition, qui a dit que nous ne participerons pas à une élection organisée par Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Tout le monde l'a dit. Vous accusez le reste de l'opposition d'avoir rompu je n'accuse personne. Je dis simplement, voilà ce qu'on s'est dit. Le pacte a été rompu alors. Je dis, voilà ce qu'on s'était dit. Vous en tirerez les conséquences vous-même. Qui a rompu ce pacte? Est-ce que c'est le PDS ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Nous avons dit, et toute l'opposition s'était accordée avec nous, mais néanmoins, toute l'opposition a dit, nous allons quand même déposer nos dossiers pour démontrer l'iniquité du processus. Ils y sont allés en tout cas, voilà, cette élection. Nous-mêmes, nous sommes allés au parrainage. Mais nous avions dit que nous ne participerons pas au scrutin. D'accord? Donc, ne nous accusez pas de ce que nous n'avons pas fait. Nous avons dit dès le départ, voici notre position. Nous l'avons dit depuis 2017. Et en 2018, toute l'opposition sénégalaise, je vous défie de me citer un seul parti qui n'était pas d'accord avec nous. Nous n'accepterons pas d'y aller dans ces conditions-là. Si, avec ce fichier, qui est un fichier biaisé, je vous renvoie au livre blanc que le PDS et ses alliés ont publié. Une élection mal préparée, mal faite à votre avis, résultat pas fidèle aux yeux de l'opposition, du PDS particulièrement. Est-ce que, pour autant, vous reconnaissez Macky Sall comme le président de la République réélu? Vous savez... ça ne sert à rien d'ergoter sur cette question. Il est là, il est bien là. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, qui occupe le palais, c'est pas moi. Allez devant le palais et dites que vous allez entrer par force et vous verrez bien, vous trouverez des gendarmes parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui s'appelle président de la République. Que voulez-vous que Macky Sall fasse de la reconnaissance de tel ou de tel? Il est là. C'est lui le président de la République. A-t-il besoin d'être reconnu par quelqu'un? Je ne discute pas personnellement de la nature de son élection, mais je dis que le processus électoral était biaisé dès le départ.
C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que notre parti a toujours dit. Nous avons dit qu'au départ, c'était verrouillé. Point. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas là pour faire des jugements de valeur. Nous sommes là pour faire des constats précis. Nous sommes des hommes politiques. Le PDS donc, dont le candidat désigné à cette élection n'a pas pu se présenter pour les raisons que l'on connaît. Le Parti démocratique sénégalais absent de ce scrutin. Vous avez donné tout de suite les raisons fondamentales qui ont poussé le parti à ne pas se présenter, à ne pas considérer cette élection comme une élection sérieuse. Vous dites que le processus, il est corrompu de bout en bout. Une première, en tout cas, depuis que le PDS participe à des élections au Sénégal. Depuis 1980. Aujourd'hui, le PDS peut-il légitimement se réclamer premier parti de l'opposition? Vous savez, ça ne se décrète pas le premier parti d'opposition. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à une élection qu'on est mort ou qu'on perd notre place. On ne le perd pas. Bref, aujourd'hui, tous les Sénégalais s'accordent à dire qu'Abdoulaye Wade avait raison sur les autres. Et il avait raison très tôt sur tout le monde. Il avait dit que le système est verrouillé en amont. Et le système est verrouillé en amont avec un fichier électoral qui était corrompu. Vous savez, l'analyse, nous avons commencé une analyse très sérieuse du fichier électoral. Et il résulte de cette analyse que le fichier, dans certains endroits, a été particulièrement gonflé. Les gens ont cité plusieurs cas. Je peux vous citer le cas de Dagana où le taux d'inscription dépasse les 100%, 130%. D'accord, et ainsi de suite, et d'autres cas. Il y a eu aussi des confusions de population de la commune et de population du département tout entier. Oui, ça, je sais, ça. Mais ça, cette confusion, ce sont peut-être des novices qui la font. Moi, je ne fais pas cette confusion. J'ai vu le cas de Canel. Les gens ont dit Canel, il y a 15 000 habitants et il y a 60 000 inscrits. Ils ont confondu les habitants de la commune et les habitants du département. Vous m'envoyez, moi, l'homme politique que je suis, faire ça. Babacar Fall, je participe à des élections depuis 1978. Je n'en ai raté aucune. Depuis 1978. Donc c'est pas moi qui ferai j'allais dire, une bêtise de novice. Je ne le suis point. Donc, moi, ce que je dis, je le prouve. Nous avons des documents, nos informaticiens sont en train d'y travailler. Le moment venu, nous publierons. Vous verrez, vous serez surpris par ce qui a été fait, parce que nous savons exactement comment cette élection s'est déroulée. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Quelle est votre question? Alors, Abdoulaye Wade est-il toujours le chef de l'opposition? Une élection présidentielle vient de se dérouler. Il y a eu le candidat de la majorité, le président sortant, réélu. Il y a eu 4 autres candidats qui sont de l'opposition. Il y a un classement final. Abdoulaye Wade n'est pas dans ce classement. Il n'était pas candidat. Le PDS n'avait pas de candidat. Abdoulaye Wade peut-il toujours se prévaloir de ce titre de chef de l'opposition? Je vais vous dire, il s'en fout. Il s'en fout royalement d'être désigné chef de l'opposition ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. Souvenez-vous, nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2012. Macky Sall est sorti premier, Abdoulaye Wade est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2012. Le PDS en est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2017. Notre coalition est sortie deuxième. Personne de 2012 à 2017 n'a parlé du chef de l'opposition. Personne. C'est nous qui l'avons réclamé. Et personne n'a jamais rien dit. Et souvenez-vous, en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, il y a eu un référendum qui a dit que voilà, on désigne le chef de l'opposition. On n'a jamais désigné le chef de l'opposition parce qu'il y avait des difficultés pour les contours ne sont pas encore définis. Il y avait des difficultés, laissez-moi terminer, pour désigner le chef de l'opposition. Soit on désigne celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, soit on désigne le chef du parti qui est arrivé deuxième aux élections législatives. Dans tous les cas, c'est le PDS. Alors, quoi qu'il arrive, Abdoulaye Wade aurait été désigné chef de l'opposition. Personne n'en a voulu. Et maintenant qu'on ne participe pas à l'élection, qu'il y a d'autres, on se précipite pour parler du chef de l'opposition. Pourquoi voulez-vous que ça nous intéresse? Alors que pendant 5 ans, tout le monde, à commencer par vous les journalistes, vous avez fermé les yeux sur cette question. Vous n'avez posé la question à personne. Et aujourd'hui, parce que les officines d'information et de désinformation du pouvoir en ont parlé, et tout le monde s'engouffre dans le trou en disant oui, il faut un chef de l'opposition. Désignez qui vous voulez, ça ne nous intéresse pas.
et ça ne nous intéressera pas. Babacar Fall, je suis venu chez vous plusieurs fois. Est-ce que vous m'avez jamais posé la question de savoir qui était le chef de l'opposition? Je suis venu chez vous à la télévision entre 2012 et 2017. Je suis venu chez vous dans cette émission plusieurs fois. Vous ne m'avez jamais posé cette question. C'est aujourd'hui que vous me la posez. Et Karim Wade, et la Amadou Sall, Karim Wade, que devient-il dans ce que vous appelez en exil forcé que lui aurait imposé le président Macky Sall? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Karim Wade? Bon, il est là où il est. Nous travaillons dans notre parti. Naturellement, notre parti qui n'a pas participé à l'élection présidentielle a le devoir de se redéployer. Souvenez-vous, juste avant l'élection, nous avons fait 6 ou 7 tournées nationales. Moi, je conduisais ma voiture. J'ai fait les 2 dernières tournées, 10 000 kilomètres à l'intérieur du pays. Il appartient maintenant à Karim Wade de revenir, et s'il le désire de faire la même tournée, d'aller à l'intérieur du pays, de parler aux populations, c'est de son devoir. S'il veut continuer sa carrière politique, et je pense qu'il va le faire. Nous discuterons de tout cela le moment venu, de la façon dont nous redéployons le parti. Un parti a besoin de se déployer sur le terrain. Un parti a besoin de leadership de ses dirigeants. Karim Wade fait partie de nos dirigeants. Il a un rôle dans le parti. Il exercera son rôle. Un redéploiement toujours avec Abdoulaye Wade comme chef. Vous savez, vous avez vu le parti socialiste, ce qu'il est devenu. Vous savez pourquoi le parti socialiste est devenu ce qu'il est? Parce qu'ils ont tué leur chef. Le chef du Parti socialiste, c'était Senghor. Ils ont désengorisé. Et aujourd'hui, vous allez à la RTS, il n'y a même plus d'images de Senghor. Tout a été détruit. Pour avoir des images de Senghor, il faut aller à l'INA en France. Nous n'avons absolument pas envie de tuer notre chef. Il est là, il est notre mentor, il est notre guide, il est notre inspirateur. Nous avons besoin de lui, nous avons encore besoin de lui, nous avons besoin qu'il nous accompagne. Mais naturellement, il n'aura plus le même rôle, il ne peut plus avoir le même rôle. C'est normal, le temps fait son œuvre et l'écoulement de la vie et de la quotidienneté sont tels qu'il ne peut plus avoir le rôle qu'il avait, tout en ayant un certain rôle. Il est là, il est bien présent, nous le secondons et il nous donne son inspiration et nous nous inspirons à la fois de ses idées, de son expérience, de son parcours, mais aussi des conseils qu'il nous donne. Il est là, il est bien avec nous et nous avons envie qu'il nous accompagne encore. Et que Dieu lui te prête longue vie et il a bon pied, bon œil et une très bonne conscience. On parlait de son fils Karim Wade tout à l'heure. Vous attendez-vous à une amnistie pour Karim Wade? La question a été soulevée, en tout cas, question soulevée avant la dernière élection présidentielle. Cette question est à poser à celui qui en a parlé. C'est le président de la République, Macky Sall. Personne ne lui a posé de question. Vous serez preneur? Je vous dis, la question ne nous est pas posée, elle est posée à Macky Sall, le président de la République. C'est lui qui a dit que s'il est réélu, il va le faire. Il pourrait le faire. Non, il a dit qu'il va proposer une loi d'amnistie. C'est lui qui l'a dit. Nous attendons. Qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il a dit? C'est lui qui a dit. Et qu'on ne me dise pas que c'est des paroles de politiciens. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire. C'est lui qui a proposé. Est-ce que Abdoulaye Wade et Macky Sall se parlent directement ou indirectement? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et s'ils s'étaient parlé, je pense que je serais au courant. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant qu'ils se sont parlé. Est-ce que c'est dans l'ordre du possible? Je n'en sais rien, puisque la question n'est pas posée. Je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas posée. Est-ce qu'il lui a parlé? Est-ce qu'il a manifesté le désir de lui parler? Je ne saurais répondre. Mais je vais vous dire, il est tout à fait normal, dans un pays, que les gens se parlent. Nous avons dénoncé le déficit de dialogue et de concertation. Je vais vous dire, à ma connaissance, pour ce que j'en sais, pendant 12 ans qu'Abdoulaye Wade est resté au pouvoir, au moins une fois par mois, lui et son prédécesseur se parlaient, soit à l'initiative de son prédécesseur, soit à son initiative. Parce qu'Abdou Diouf a eu une expérience de l'État dont Abdoulaye Wade avait besoin. Je pense que, quoi qu'on puisse dire, Macky Sall a besoin de l'expérience et du parcours d'Abdoulaye Wade, même en tant que président de la République. Et que Macky Sall qui parle
avec Abdou Diouf, qui s'affiche avec Abdou Diouf, aurait parfaitement dû aussi parler avec Wade. Je pense que c'est normal qu'ils se parlent. Pourquoi ils ne se sont jamais parlé? Je n'en sais rien. Allez le leur demander. Et il me paraît évident que quelque part, il faut regarder du côté de la présidence de la République, parce que c'est le président de la République qui est la clé de voûte des institutions. Dans sa première déclaration, après la publication des résultats définitifs officiels de la dernière présidentielle, Macky Sall a bien cité Abdoulaye Wade dans son appel au dialogue. Est-ce que le PDS va répondre? Abdoulaye Wade va-t-il répondre à cet appel? Je vais vous dire, avant de répondre à cette question, souvenez-vous, lors de la passation de pouvoir entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, quand le président Macky Sall l'a accompagné jusqu'après avoir... sur le perron du palais, qu'est-ce que Abdoulaye Wade lui a dit? Qu'il prie pour lui. Tendez vos mains, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous aide à supporter cette lourde charge. Quand on est allé chez Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toute la presse l'a relayé. Il nous a dit, je pense que Macky Sall et vous, vous êtes ma famille. Et que si je souhaite que vous vous entendiez, parce que si vous vous entendiez, la doctrine libérale que je représente, l'idéologie que je représente, vous allez diriger ce pays pendant 50 ans. Ne me dites pas qu'il n'avait pas la volonté d'accompagner celui qui est devenu son successeur et aussi qui était un produit de sa formation. Maintenant, vous me posez la question de savoir l'appel au dialogue. Oui, je vais vous dire, le dialogue politique est à deux mamelles. La première forme de dialogue politique, elle est institutionnelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition et le pouvoir dialoguent, discutent. Mais c'est plus un combat politique permanent, institutionnel, qui peut avoir des contours antagoniques, parfois souvent contradictoires, mais quelquefois antagoniques. C'est tout à fait normal. La deuxième forme de dialogue, c'est le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Parce que c'est deux institutions. Vous savez, les partis politiques, ça c'est la loi, c'est la constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et il faut que sur le champ politique, il y ait un consensus. Naturellement, c'est ça qui est normal. Un consensus sur notre démocratie. Un consensus sur l'élection. Souvenez-vous. Vous n'êtes pas si jeune, vous étiez un acteur, vous étiez présent. Souvenez-vous en 1992, lorsque ce pays il y avait une tension telle que le pays était presque ingouvernable. Abdou Diouf a accepté de discuter avec son opposition, avec l'assistance de nos partenaires et de la société civile. Souvenez-vous de la commission que le président Kéba Mbaye avait dirigée et qui était chargée de faire un code électoral consensus. Et Abdou Diouf a eu la grandeur de reconnaître la tension qui existait et puis la volonté d'y mettre un terme et de dire, si vous vous entendez, le texte que vous me proposez, je n'en enlèverai pas une virgule et c'est tel comme tel que je vais le transmettre à l'Assemblée nationale pour être voté. Ce qui a été fait. Ce qui fait que le code électoral de 1992 était un code consensuel. Ce code consensuel a présidé à l'élection de 1993. Surtout, il y avait quelques petits problèmes, mais globalement, ça s'est bien passé. Avec le même code électoral, on est allé à l'élection en 98. Et au sortir des élections législatives de 98, souvenez-vous, Abdoulaye Wade avait dit, Abdou Diouf ne peut plus mathématiquement gagner. Avec ce même code électoral, on est allé en 2000. Abdou Diouf a été battu, Abdoulaye Wade a gagné. Avec le même code électoral, on est allé en 2012. Abdoulaye Wade a été battu, Macky Sall a gagné. Reconnaissez que ce code de consensus qui n'était pas mou, qui était un consensus fort de la classe politique, a donné lieu à l'élection de 3 présidents de la République, dont 2 ont été régulièrement battus. Ce code, il est bon. Personne ne peut contester que ce code, il est bon. Un code qui permet l'élection de 3 présidents, une élection non contestée dans le calme et la transparence, il est bon. C'est ce consensus que Macky Sall a mis en cause pour faire un code non consensuel. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse avoir un consensus sur le système électoral. Vous restez ouvert pour discuter de tout cela avec le président républicain. Oui, mais c'est tout... Mais souvenez-vous, il y a quelques jours, en France, le président Macron a reçu Jean-Luc Mélenchon, a reçu... Dans le cadre du grand débat national. Oui, mais si des ennemis aussi héréditaires se rencontrent, pourquoi au Sénégal on ne dialoguerait pas sur notre démocratie, sur le fichier électoral? Parce qu'il faut auditer ce fichier électoral. Parce que ce fichier est un fichier à problème.
Il n'y a pas de consensus sur le fichier. Il n'y a pas de consensus sur le parrainage. Il n'y a pas de consensus sur le mode de désignation des députés, sur le mode électoral. Il n'y a pas de consensus sur l'exercice des droits. Mais, Babacar Fall, vous êtes un historien du présent. Regardez le nombre de marches qui sont interdites. Regardez la répression des marches de l'opposition. Il faut qu'on dépasse ça, qu'on sache comment on doit marcher. Quelles sont les règles qui président aux manifestations des partis politiques pour qu'on ne plus jamais au Sénégal on interdise une manifestation. Il faut qu'on s'entende sur cette question. Sur toutes ces questions, il faut qu'on s'entende. Vous parlez du chef de l'opposition, du statut de l'opposition. Il faut que définitivement on s'entende, mais qu'on ne joue pas avec ça. Vous savez, Macky Sall a décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Ça, on y revient d'ailleurs tout à l'heure. D'accord, mais si vous voulez. Sur le dialogue, il est possible qu'Abdoulaye Wade et Macky Sall en discutent. Je n'ai pas terminé. Je dis c'est le dialogue politique est un mode de gestion du consensus en démocratie. Le dialogue politique, ça ne veut pas dire un accord politique. Le dialogue, c'est le dialogue normal entre pouvoir et opposition. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un accord politique pour aller ou ne pas aller dans un gouvernement. Il y a dialogue politique et il y a les accords politiques. Le dialogue politique est un dialogue qui concerne le pouvoir d'une manière générale et toute l'opposition d'une manière générale. Nous discutons sur notre démocratie, sur l'exercice des droits et des libertés et sur la position des uns et des autres. Ça, c'est normal. Le processus électoral qui tient à cœur les partis politiques. Voilà. Donc, et il y a l'accord politique. L'accord politique, c'est un accord qui peut aboutir à un gouvernement ou pas. Nous sommes loin de tout ça parce qu'avant d'arriver à un accord politique, est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non à ma question? Le PDS va-t-il aller à ce dialogue? Non, le dialogue, ça dépend de ce qu'on nous propose comme dialogue. Si au dialogue, on ne parle pas du fichier électoral, si au dialogue, on ne parle pas de l'organe chargé d'organiser ou de superviser les élections, si au dialogue, on ne parle pas du mode de scrutin, si au dialogue, on ne parle pas de la place de l'opposition, si au dialogue, on ne parle pas de l'exercice des droits et libertés, ça ne nous intéresse pas. Mais quand on parlera de ça, oui, ça nous intéressera. Donc, c'est celui qui a dit qu'il propose le dialogue et qui nous a dit qu'attendez le 2 pour que je vous fasse des propositions, c'est à lui de faire ses propositions. Et en fonction des propositions qu'il fera, nous donnerons une réponse. Alors, avant qu'on en arrive à ce dialogue-là, Macky Sall engage une grosse réforme avec la suppression justement du poste de Premier ministre. Il décide de façon unilatérale. C'est une question qu'il pouvait partager avec l'opposition, par exemple. Mais au Sénégal, il y a quand même des consensus forts. On peut supprimer le poste de Premier ministre, c'est pas important. Nous savons ce que c'est. Mais, alors, il y a des conséquences. Si on supprime le poste de Premier ministre, alors que l'élection présidentielle et les élections législatives ne se tiennent pas en même temps, les élections législatives vont se tenir en 2022. Admettons qu'en 2022, le PDS remporte les élections législatives. Comment on va faire? Comment ça va se passer? Si on a un Premier ministre, on désigne un Premier ministre, on fait un gouvernement. Il n'y a plus de Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? C'est-à-dire que il va y avoir un combat permanent entre... Il est possible et des blocages. Un combat et des blocages et que le pays soit totalement bloqué. Je n'aime pas un pays bloqué. Parce que quand un pays est bloqué, il faut qu'on débloque la situation. Vous savez qui peut débloquer? Si chacun reste sur ses positions, il faut bien un arbitre. C'est la porte ouverte à toutes les aventures. Le Sénégal ne connaît pas ça. Entendons-nous sur ces questions. Parce que, c'est vrai, Macky Sall est élu. C'est lui qui gouverne. Mais le Sénégal n'appartient pas seulement à ceux qui sont élus. Le Sénégal appartient à tout le monde. À ceux qui sont élus, à ceux qui ont été battus et à ceux qui n'ont pas participé. Et à ceux qui sont blasés, qui s'en foutent éperdument. Ça leur appartient aussi. Ils sont tous Sénégalais. Donc ces questions qui sont des questions essentielles, le président de la République est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais au moins, sur c'est qu'il y ait un consensus, qu'on en discute. S'il n'y a pas de consensus, il décide sur ces questions. Il est élu aussi pour ça. Mais il ne me semble pas normal qu'une question aussi importante qu'il y ait un consensus et sans consultation des autres. Parce que les conséquences sont graves. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de gouvernement, comment l'Assemblée nationale peut exercer son contrôle et dissoudre un gouvernement dont le chef est le chef de l'État? Ça veut dire que le gouvernement, ça veut dire que l'Assemblée... Non, ça veut dire en ce moment-là que l'Assemblée peut destituer le président de la République par une procédure d'impeachment. C'est trop grave aussi. Mais pour des réformes aussi importantes, il faut en discuter.
L'explication officielle qu'il donne, Macky Sall, c'est d'aller plus vite avec ce nouveau slogan anglais, le fast track. Oui, pour aller plus vite. Aller plus vite, c'est se tromper de numéro de téléphone entre un président de la République et un chef de l'opposition et créer une bourde diplomatique. Je préfère aller d'un pas de sénateur. Il va trop vite, qui va trop vite. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, suppression du poste de Premier ministre et resserrement du gouvernement. Avez-vous l'impression, on en avait 39 dans le précédent gouvernement, 32 maintenant, avez-vous l'impression que vous êtes ancien ministre, avez-vous l'impression qu'il y a vraiment resserrement? Bon, écoutez, sur certains aspects, moi, vous savez, nous ne sommes pas des gens négatifs. Sur un certain point. Sur les questions économiques, oui, moi je ne suis pas dérangé par la restructuration, les nouvelles orientations et les regroupements qui ont été faits entre le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie et du Plan et de la Coopération. Il fallait le faire, on y a pensé pendant longtemps, le problème a été soulevé depuis très longtemps, il l'a réalisé, ce n'est pas mauvais. Casser le ministère, grand ministère de l'Économie et des Finances. Non, c'est pas casser le ministère, c'est rationaliser, parce que le ministère du Budget, disons, la gestion du budget n'a rien à voir avec la gestion de l'économie. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'un ministère se consacre exclusivement aux grandes orientations économiques, à l'équilibre des grands agrégats macroéconomiques. Il faut que quelqu'un s'en occupe et quelqu'un d'autre s'occupe du budget et des finances de l'État. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, il y avait toujours un ministère des Finances et un ministère du Budget. Ça veut dire qu'il y a quand même deux réalités différentes. En dehors de ça, franchement, moi, je ne vois pas fast track. Bon, c'est des mots, c'est des slogans. Moi, la magie des mots, ça ne m'emballe pas. Dans ma jeunesse, j'ai entendu dictature du prolétariat, j'ai entendu tellement de slogans, c'est tellement creux et que 30 ans, 40 ans après, on se dit quel temps on a perdu à manier des concepts creux, peut-être dont on ne comprend même pas le contenu. Fast track, mais pourquoi parler anglais d'ailleurs? Pourquoi ne pas parler de rapidité ou de fast track pour frimer? Mais un gouvernement n'est pas là pour frimer, il frime. Fast track, wast track, franchement, ça ne fait pas sérieux. C'est l'explication officielle, le fast track. Il y a quand même des analyses politiques qui ont été faites. Des analyses politiques qui ont été faites pour dire que Macky Sall veut éviter les tiraillements dans son camp politique concernant le Dauphinat. Est-ce que c'est légitime comme commentaire, comme analyse? Vous voudriez dire qu'il n'a pas suffisamment d'autorité sur ses troupes et qu'il craint que ça aille dans tous les sens? Un président de la République, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Il est la clé de voûte de nos institutions. Il est l'incarnation de la volonté populaire. Si à ce niveau-là, avec tous les pouvoirs qui lui sont donnés... Il ne peut pas empêcher les autres d'avoir des ambitions. Oui, ben chacun a des ambitions, mais un président de la République, il est fait pour contrôler son camp et contrôler le pouvoir. Il n'est pas là pour contenir, parlons anglais, pour faire du containment de certains ou d'autres. Non, il n'est pas là pour ça. Il est là pour gouverner. Alors on parle justice. Vous êtes ancien ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'était en 2009 que vous êtes entré au gouvernement. Vous êtes resté quelques mois. On a dit d'ailleurs que si vous avez quitté, c'est après de grosses divergences avec quelqu'un comme Karim Wade, super ministre et fils de l'ancien président de la République. On revient sur ça, ce sera 2 secondes, c'était ça. Hein? Des on-dit, vous me voyez moi répondre à des on-dit. Non, je ne réponds pas à des on-dit. Je l'ai été par la volonté du président de la République qui m'a fait confiance pour des raisons ou autres. Il a décidé de me déployer ailleurs. Il m'a déployé ailleurs, où est le problème? Alors, je dis, on parle justice. Le débat cette semaine a été alimenté, le débat judiciaire a été alimenté par 2 cas d'école sénégalais qui ont été gardés en détention provisoire pendant longtemps, qui ont connu des procès, certains carrément libérés parce que on a finalement rien retenu contre eux. Il y a ce jeune étudiant, jeune élève, Saïr Kébé, qui reste 4 ans en détention provisoire. Procès, il écope de 3 mois avec sursis. Les longues détentions provisoires au Sénégal, un débat qui revient à la limite au quotidien. Et là, Amadou Sall. Faut pas, ma première réaction, c'est de dire, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons vu dans certains pays des gens, même aux États-Unis, condamnés à mort, exécutés. Et après, on se rend compte qu'ils étaient innocents.
C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes s'opposent à la condamnation à mort. Vous savez, c'est le système judiciaire, il est ce qu'il est, il n'est pas parfait. Je salue, je le dis honnêtement, quand même une volonté du gouvernement, de l'actuel pouvoir, de remédier à ces situations. Une direction des droits de l'homme a été créée au ministère de la Justice. C'est bien. Et cette direction des droits de l'homme s'occupe de choses de cette secrétaire d'État, carrément. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un secrétaire d'État aux droits de l'homme. C'est normal. Nous avons depuis longtemps, moi je me souviens très bien, lorsque j'étais avocat stagiaire, des avocats stagiaires, j'étais membre de l'association des jeunes avocats du Sénégal, on faisait le tour des prisons pour débusquer des cas pareils, des gens qui se restaient. Mais ça c'est rien. Moi j'ai vu dans la jeunesse de ma carrière, au début de ma carrière, des gens qui ont fait 12 ans en prison sans avoir été jugés. Et à l'époque, ils étaient poursuivis pour des crimes passibles d'une peine de 10 ans. Et ils sont restés 12 ans. C'est des situations récurrentes qui sont dues à qui s'expliquent par plusieurs facteurs. C'est les moyens de la justice. Bon, des efforts ont été faits. Regardez, quand même, il y a un tribunal de grande instance à Pikine. C'est pour désengorger Dakar. Probablement, je ne sais pas s'il y en a à Hambourg, peut-être il devrait y en avoir à Rufisque. Ce qui fait qu'à Dakar, raisonnablement, on peut se retrouver avec 3 tribunaux de grande instance. D'accord? Mais quand on a 3 tribunaux de grande instance, il faut d'abord les mettre dans des conditions. Aller au tribunal de parce Pikine. Que vous parlez de Pikine et Guédiawaye. La moitié des gens sont dehors. Et quand on appelle les gens, il faut un aboyeur qui se met d'autres. Le tribunal de Pikine et le tribunal de Guédiawaye partagent les mêmes sièges. Ouais, non, mais je sais, ce sont les mêmes locaux. Ça, c'est le défaut de moyens. D'accord, des efforts ont été faits. Il faut saluer ces efforts-là. C'est largement insuffisant. Mais des cas pareils, c'est des cas qui sont récurrents. Et moi, je ne veux pas que la parole soit donnée toujours à des gens aux novices. C'est vrai, ça blesse, ça gêne que quelqu'un je ne rentre pas dans un cas, ait été arrêté, mis en détention pendant 4 ans et condamné à 3 mois. Il est condamné à 3 mois. Il aurait pu être condamné à 5 ans aussi. Il aurait pu être condamné à 4 ans. D'accord? Et il faut mettre en place des mécanismes pour dédommager. Ça existe des mécanismes pour dédommager. Le processus est là. Oui, ça existe. Prendre le contenu. Mais ça c'est autre chose. Des efforts ont été faits. Saluons ces efforts-là. Mais la justice, vous savez, même si c'est fast track. Vous avez parlé de fast track. Si la justice fait du fast track, même si pour le dédommagement c'est bien encadré. J'arrive. C'est le gouvernement qui parle de fast track. J'espère qu'ils ne feront pas de fast track à la justice, parce que si on fait fast track à la justice, on va condamner des innocents, on va libérer des coupables. Non, la justice marche d'un pas de sénateur. Elle n'a pas besoin de vitesse. En tout cas, faut pas confondre rapidité. Même s'il y a des réformes urgentes à faire. Oui, bien sûr, naturellement, il y a des réformes. Il y a la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a la réforme. Il y a beaucoup de réformes. Mais comment faut-il réformer le Conseil supérieur de la magistrature, dont vous avez été membre quand vous étiez ministre de la Justice? Oui, j'ai eu comment il s'appelle, le professeur, le nom me reviendra, que le président Macky Sall avait désigné pour faire des propositions sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je lui ai fait les propositions. Bon, tant que ceci n'est pas publié, permettez-moi de ne pas revenir sur ces propositions-là. Vous savez, j'ai quand même été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il y a tout de même, pour cet important ministère de souveraineté, quelques réserves que je dois garder. J'ai fait mes propositions à qui de droit. Tant que ce n'est pas publié, je ne peux pas commenter. Mais il y a des réformes naturellement qu'il faut faire dans le sens d'une plus grande représentation des magistrats pour que ça soit plus efficace. Et parfois peut-être aussi mettre en compétition certaines postes. Bref, je ne veux pas dévoiler ce que j'ai dit. Mais il y a une nécessité de réformer ça dans le sens d'une plus grande indépendance de la justice. Il ne s'agit pas d'en écarter qui que ce soit. Je ne crois pas à cela parce que... Pour vous, le président de la République doit y rester. S'il ne reste pas, que le ministre de la Justice y reste. Ça ne me dérange pas pour ce qui me concerne qu'il y reste. Parce qu'il faut organiser la carrière des magistrats, il faut quelqu'un pour décider. Il faut bien, parce que il faut bien que l'État et le président de la République qu'il exerce ses pouvoirs régaliens. Je le dis, le président de la République, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Macky Sall, Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf, ça importe peu. C'est une institution qui s'appelle présidence de la République, qui est l'incarnation de la volonté populaire.
l'incarnation de notre volonté à nous, Sénégalais. Nous avons pris le pouvoir, nous lui avons donné. Alors, nous lui avons donné le pouvoir, nous pouvons le contrôler. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il a notre pouvoir. Et si on dit qu'il ne décide pas, ça veut dire que nous ne décidons pas. Je suis désolé. Un peu contradictoire, vous êtes apparemment un grand militant du régime présidentiel, non, c'est ça? Non, il ne s'agit pas du régime présidentiel, c'est de donner au président de la République l'entièreté de ses prérogatives, la totalité de ses devoirs, parce que c'est un poste important. Je suis désolé, c'est un poste très important dans les institutions de notre République. Maître El Hadji Amadou Sall, merci d'être devant le grand jury d'RFM. Vous êtes ancien ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci à Marie-Justine qui était à la régie, à Maggie, la digital manager. Bon dimanche des rameaux. Bientôt la fin du carême. La semaine sainte commence aujourd'hui dimanche. Restez sur RFM. Dans un petit instant, le journal du midi. Barthélémy, une fin de week-end.